l'exercice numéro 6 à avoir une communication client-serveur, cette fois-ci en acceptant plusieurs serveurs simultanément. On va corriger aujourd'hui et on va passer à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2 de P3, serveur acceptant plusieurs connexions simultanément. Créer une classe serveur multithread nommée serveur multiclient qui pourra gérer simultanément un nombre illimité de clients, de telle sorte que chaque client a sa propre socket de connexion et est associé à cette socket dans un thread dédié. Chaque nouvelle collection crée un thread et lui passe le socket de connexion. Et donc, il faudra créer cette classe de thread dédiée à chaque client. La tâche principale sera, premièrement, envoyer un premier message amical d'accueil. Ensuite, attendre une phrase de réponse du client. Troisièmement, faire une pause d'une seconde. Ensuite, envoyer une phrase au client en utilisant la méthode message suivant. Ensuite, boucler en revenant à l'étape 2. Donc, on va attendre une phrase de client. Ensuite, sortir de la boucle si la réponse du client est vide ou si le client s'est déconnecté. Donc, en cas de déconnexion, Madame, on doit lancer. Madame, Oui, Madame, exercice de خدمناه راهو compte rendu. oui, je sais, on va le corriger. Ah, d'accord. Ensuite, septièmement, pensez à ajouter une méthode Protected Void Finalize qui fermera proprement socket et les streams d'entrée et de sortie. Donc, les flux d'entrée et de sortie. Donc, on va passer directement à la correction. Et on va commencer par le fichier du serveur multiclient. Donc, comme d'habitude, nous avons ici notre fichier du serveur multiclient. On doit spécifier le numéro de port sur lequel on va associer une communication client-serveur. Par exemple, on peut prendre le port numéro 8080. On doit créer une socket serveur qui sera mise à l'écoute de toute request des clients et créer une socket qui sera associée à une connexion de client, ici initialisée à null. Voilà, et on va compter le nombre de clients qui sont connectés à l'exécution de notre application. Là, on a initialisé nombre de clients à 0 et ensuite on a mis socket de serveur à l'écoute. Ensuite, pour chaque client qui va tenter de se connecter, on va lui associer un thread, c'est-à-dire la NET, pour assurer une communication parallèle entre les différents clients et le serveur. Donc, while true, c'est-à-dire tant qu'il y a une tentative de connexion, try socket est égal à... مادام مازلنا راه في الوورد مادام مازال في شي وورد قدام. Ok, donc je partage la totalité de l'écran. Voilà. Donc ici, le fichier est serveur multiclient. Initialisation des variables. Ensuite, instantiation de notre socket server. Et après, while true, s'il y a une tentative de connexion avec le client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Socket égale à socketserver.accept. Ensuite, on incrémente le nombre de clients. Et donc, thread client est égal à new client.
et on donne en paramètres socket récemment créé et le nombre de clients incrémenté. Puisque notre client, c'est un thread, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la méthode run. Donc la méthode sera exécutée en point. Donc ici, la partie de serveur multi-client. On passe maintenant à la partie de thread client. Donc à son tour, le client doit envoyer et recevoir des messages. L'envoi et la réception des messages nécessitent l'ouverture des canaux de transmission. Nous avons le printer writer et le buffer writer. Là, on a instancié canal de sortie et canal d'entrée. Ensuite, donc là, au niveau de cette ligne, nous avons out égale new printer writer socket.getOutputStream. True, donc activé. Et in pour la réception des messages, new buffer reader, new input stream reader, socket.getInputStream. Donc récupérer les octets reçus en entrée. Out.println, I am the server, any message or request. Donc là, c'est un message amical pour signaler que je suis en train d'être connecté au serveur et que le serveur attend mes messages ou bien mes requêtes. Ensuite, string reply in.readline pour récupérer le message de l'utilisateur ou bien du client. Donc, tant qu'il y a de messages, tant que l'utilisateur saisit sur le clavier, on va attendre un instant. Donc, on va invoquer notre méthode faire une pause, comme c'était indiqué à l'énoncé de l'exercice. Ensuite, on va envoyer notre message et donc out.println, message suivant. Replay in.readline et system.out.println, on va afficher le message. On passe maintenant à la méthode réservée au constructeur. Donc, thread client nécessite socket récemment créé et le nombre de clients. Donc, on va invoquer, puisque nous avons notre classe thread client extends de thread. Donc, nous avons héritage de la classe thread. Donc, la première instruction qui doit être invoquée ici, c'est super pour invoquer le constructeur de la classe mère. Super, et on donne en paramètre le nom de notre classe thread client. Et on instancie nos paramètres. Ensuite, notre méthode message suivant. Donc, message suivant, ici, on a fait le copier-coller de code source donné dans notre exercice de TP3. Par exemple, si le nombre de requêtes elle est donc strictement inférieur à 5, on va afficher à chaque fois le message adéquat selon les cas 0, 1, 2, 3, 4. Si c'est supérieur, donc on va calculer le modulo de 5, donc le reste de la division avec 5, et on va afficher le message. Comment on peut mettre un thread donc là, en état de sleep ou bien de pause? Il suffit d'invoquer la méthode, par exemple, .sleep, et on donne le nombre en microsecondes. Donc c'est pour cette raison on a donné 1000. Donc thread.currentThread.sleep, c'est-à-dire là, on va invoquer l'action de pause sur le thread courant. C'est une méthode héritée de la classe mère, de la classe thread. Une
Une fois on a défini les différentes méthodes, on passe au main. Donc, une méthode principale, Internet Address Hot initialisé à null et le port 8080. De même, on a initialisé notre socket à null aussi. Donc, s'il y a une adresse donnée en paramètre lors de l'exécution à l'arc de 0, donc on va l'affecter. Sinon, on va travailler en localhost. Donc, c'est pour cette raison. Donc, else hot égale à internet address.get localhost. Donc, là, on va récupérer l'adresse IP de notre adresse locale. Si nous avons paramètre en deuxième position de notre tableau de chaîne de caractères, alors on va récupérer cette chaîne. Donc, on va la convertir en un entier en utilisant integer.parse int arg de 1 et on va l'enregistrer dans la variable port. Sinon, la variable port garde la valeur 80. Si l'adresse IP saisie par l'utilisateur ne respecte pas, par exemple, 32 bits ou bien une valeur supérieure à 255, alors on va lancer une exception unknown host exception. Après, on va instancier notre socket, on va créer la socket concrète. Donc, socket est égal à new socket et on donne l'adresse IP et le numéro de port. Instanciation de printerWriter et bufferedread. Lancer le compteur ici de l'étape pour boucler et envoyer, donc 4 et 5. Et à chaque fois, le message sera in.readline, donc on va prendre la valeur saisie par le client, on va l'afficher, incrémenter le compteur et ensuite afficher I'm the client, hot ID, par exemple, un tel nombre de requêtes. Et ensuite, on va attendre 2 secondes. Donc, system.out.println, pause of 2 seconds et après thread.sleep. Et on donne en microsecondes le nombre de pauses. Ici, out.println, message vide, c'est pour sortir. D'accord? Et après, catch, en cas d'erreur d'input-output à l'exécution, on va déclencher l'exception de EOException, on va afficher le message et après, on va invoquer la méthode finalize. Donc, à quoi ça sert la méthode finalize? La méthode finalize sert à forcer la fermeture de socket et de flux d'entrée et de sortie, input et de output. Donc, notre méthode finalize ici prend en paramètre la socket créée dans le programme principal, notre bufferedread in et notre variable out.println. Toujours dans un bloc try-catch parce que ce sont des instructions liées à la bibliothèque input-output, donc on peut avoir des erreurs à l'exécution. Donc socket.close. Ensuite, si on n'a pas utilisé l'output, c'est-à-dire on n'a envoyé aucun message. Donc dans ce cas, l'out a été déjà initialisé à null, puisque c'est object. Donc l'initialisation par défaut, c'est null. Donc dans le cas de forçage de fermeture, ça lancera une exception. Bon, pour éviter le minimum des exceptions, qu'est-ce qu'on va faire? If out différent de nous, alors out.close. Donc à cet instant, on va fermer notre out. Donc elle sera à null. De même, pour
le buffered reader, notre in, si différent de nous, on va le former aussi. Donc, les instructions de finalize de cette méthode seront invoquées à cette instruction dans la partie finally. Je vous rappelle que finally force l'exécution des instructions dans ce bloc, même en cas d'erreur. Donc, avant de quitter la machine virtuelle, elle doit exécuter ces instructions. Et voilà notre code source de l'exercice numéro 2. On peut passer à l'exécution. Donc, on lance en premier notre serveur. Voilà, donc ici nous avons la partie de console. Voilà, console pour Eclipse. Donc, serveur à l'écoute sur le port 8080. Maintenant, on peut déclencher plusieurs clients. Par exemple, on va faire 4 clics sur Run pour lancer 4 clients simultanément. Donc, 1, 2, et une autre fois, et voilà. Donc, pour voir la différence, donc la console, une partie d'Eclipse, il suffit de cliquer sur ce flèche pour vous montrer quels sont les threads qui sont en exécution ou bien les sous-applications qui sont en exécution. Donc, nous avons ici notre application de serveur multi-client, et nous avons thread, premier thread de client, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. D'accord? Par exemple, si on va afficher trace d'exécution ici, donc voilà, à chaque fois, envoi d'un message, attente de 2 secondes. Envoie le message et attente de 2 secondes. Donc, par exemple, ici, en attente, donc on aura nul, 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 donc pas de message. Ah, là, j'ai lancé plus que 5. Normalement. Une seconde. نزلت على entrée لهنا donc لنا عندي le play equals une vide c'est pour cette raison. Donc voilà. مدام تسمع فيا Oui, معلش يا اخي نحن حاولنا نسكروا البروفايدر والبروفايدر بعد ما سكرنا النورمال مقبل et logiquement قبل أما مش مشكلة هنا. هنا في partie finalize. هما ce sont des objets différents. فيك نسكروا. ما هم الديك كانوا عملنا فيهم et on doit fermer les inputs output, on va sacrer ça. Donc là, la question d'ordre.
Bonne remarque. D'accord, donc ça c'est la correction de notre exercice. On passe maintenant. مدام علاش مش نورمالمون كيف يولي يرجع نول نورمالمون في ساعة ما يخرج من معناه يديكونيكتي الكليون ظل الحكاية في بالي معناها ما تقعدش ترجع نول أول ما ترجع نول أول ما فماش ريبونس يخرج من الكونيكسيون يخرج من الكونيكسيون فما الغمارك تاع صاحبكم دونك لهنا on doit fermer les flux d'entrée et de sortie وبعد نسكروا السوكيت كان لوردر كان معكوس مقلوب اوكي bref on passe مدام oui. مش c'est bon madame. On passe à l'exercice numéro 3. Donc maintenant, on va faire une application d'un IRC. Qu'est-ce qu'un IRC? Donc c'est l'abréviation de Internet Relay Chat. C'est un protocole, donc is a protocol that enables real-time text communication between people. Donc on estime à assurer une communication réelle entre différentes personnes ou une application de chat. Donc le principe d'un IRC est qu'un ensemble de clients, tout connectés au même serveur, puissent dialoguer. C'est-à-dire que chaque client voit tout ce que disent les autres clients et peut lui-même parler. Pour distinguer les clients les uns des autres, chacun porte un pseudonyme qui est repris en en-tête de chaque message. Par exemple, pseudonyme ici, ceci est un message. Ensuite, le rôle du serveur IRC est donc de recevoir en simultané les messages de tous les clients et de les renvoyer vers tous les autres clients. Convention, chaque client doit fournir à la connexion au serveur son pseudonyme dans le monde IRC. Partie serveur, le serveur doit attendre des connexions, créer un nouveau thread pour chaque nouveau client, ensuite créer et maintenir une liste des clients connectés. Donc chaque client connecté, on va l'enregistrer dans le vecteur. Après, indiquer à tous les clients les nouveaux connectés et ceux qui se sont déconnectés, c'est-à-dire à chaque modification à notre variable vecteur, on va afficher aux autres clients les mises à jour des personnes connectées ou bien déconnectées. Le thread serveur chargé d'un seul client, donc, doit envoyer un message de bienvenue, c'est-à-dire à l'association de sockets. Donc, on va tout d'abord envoyer message de bienvenue et envoyer la liste de tous les clients connectés. Et ensuite, les différents clients, entre eux, ils vont voir les différents messages partagés. Donc, faire passer chaque message provenant de client au serveur qui, à son tour, l'envoie à tous les clients connectés. Donc, là, un client, il va envoyer un message au serveur. Le serveur, il va le récupérer et ensuite, il va le diffuser vers tous les autres clients. Les autres clients, à la réception, ils vont afficher le message reçu. Donc, pour créer la liste des utilisateurs, on va utiliser la classe vector. Donc là, on va utiliser les collections. Donc là, le vector, au niveau de votre cours Java, vous devez le voir dans le chapitre des collections.
Donc, on va utiliser la classe java.utile.vector qui possède des méthodes utiles, mais ne sont pas les seules. Par exemple, add element pour ajouter un élément et qui doit prendre comme paramètre object, ou encore une instantiation d'une classe qui hérite de la classe object. On connaît très bien qu'en Java que toutes les classes héritent de la classe mère object. Ensuite, remove element pour supprimer un élément, insize pour récupérer la taille courante de notre vecteur, et object element add in position, donc là, pour retourner l'élément à la position i, par exemple. Donc là, pour retourner l'objet de la position donnée. Donc voilà l'exercice numéro 3. Donc, vous devez créer une classe pour les clients qui est en de thread, une classe serveur aussi qui est en de thread client, thread serveur. On a vu comment accepter plusieurs clients d'une façon simultanée. Maintenant, on va envoyer et écrire des messages sur le même canal. Donc là, on va partager l'utilisation des messages. Donc là, on a un canal d'entrée et sortie entre les différents threads. Pour vous aider, je vous rappelle que lorsqu'on utilise des ressources partagées, on doit la définir comme élément synchronisé, c'est-à-dire un élément synchronisé entre les différents threads. Pourquoi? En cas d'écriture, on doit bloquer ou bien on doit avoir le verrou, on va verrouiller notre ressource pour terminer la tâche d'écriture ou bien de mise à jour de valeur. Une fois l'écriture a été terminée, on doit informer tous les autres threads que la ressource est de nouveau libre. Et après, à notre thread, il va reprendre le verrou pour utiliser la ressource. Donc, je vous donne... Oui. سمحت صوتك تقص شوية في الغمارة الأخرى تنجمش تعاودها لنا. Lorsqu'on utilise les threads, souvent on utilise une seule application, donc les threads partagent le même environnement de notre application. D'accord? Donc, le principe, lorsque nous avons plusieurs threads en exécution, et il y a des ressources partagées entre ces différents threads, la ressource partagée doit être synchronisée. C'est-à-dire, si un de ces threads elle est en train d'écrire, c'est-à-dire il va mettre à jour la valeur, alors il doit avoir un verrou. Il va bloquer cette ressource jusqu'à qu'il termine sa tâche ou bien son instruction de modification. D'accord? D'accord, madame, merci. Lorsqu'il termine, il doit notifier. Lorsqu'il termine, il doit notifier tous les autres threads que la ressource est libre. D'accord? Donc, la plateforme Java a implémenté ce truc d'éléments partagés entre les différents threads en utilisant le mot-clé synchronized. D'accord? Donc, passez au travail 30 minutes et on va corriger notre exercice. مادام بلاي صوت قص في الفازة الأخرى اش قلت لنا؟
Naïm, j'ai dit passer après l'explication de ressources partagées, l'utilisation de ressources partagées, donc en utilisant le mot-clé synchronized, je demandais que vous fassiez l'exercice numéro 3, 30 minutes, et ensuite on va corriger ensemble. D'accord? واضح d'accord.